À Monaco, nous avons la chance de vivre dans un décor de cinéma à ciel ouvert. D'Albert Ier à nos jours, de nombreuses cérémonies officielles, manifestations ou simples moments privés ont été immortalisés sur des cylindres ou bandes magnétiques. Mais pour qu'ils résistent à l'épreuve du temps et soient véritablement immortels, tous ces films, toutes ces photos, tous ces enregistrements sonores professionnels ou amateurs doivent être conservés. C'est la mission de l'Institut audiovisuel de Monaco. Nous avons voulu partir à la rencontre de Vincent Vatrican, le directeur de l'IAM, un passionné de cinéma, un collectionneur, un passeur. C'est lui et son équipe qui ont la charge de rassembler, de restaurer, de protéger, de conserver et de diffuser nos images et nos sons, qu'ils proviennent des services de l'État, de la SBM, de l'Automobile Club ou de nos greniers. Bonjour Vincent. Bonjour Yann Anthony. Comment allez-vous? Très bien, ravi de vous accueillir à l'Institut. Je suis ravi d'être là parce que on travaille régulièrement ensemble. Je viens à vous pour faire des documentaires, ce fut le cas pour Régnier 3 par lui-même. On avait cherché chez vous un agra. Absolument. Sur lequel on avait pu écouter les bandes sonores. On voit dans le film d'ailleurs. Et qu'on voit dans le film. Le prince Régnier n'a pas trouvé le temps d'écrire avant de quitter cette petite scène. Mais nous disposons d'enregistrements dans lesquels il se confie sur sa vie d'homme et de prince. On se demande au fond comment préserver ce miracle de la principauté, ce petit État indépendant. Est-ce que vous avez un objet? Peut-être cette caméra qui est une caméra de fabrication française, une Beaulieu Super 8, que les cinéastes amateurs ont beaucoup utilisé, notamment pour filmer les chantiers à côté. C'est leur table de montage. Hein. Le montage à l'époque, ça se passait comme ça, avec au milieu une petite visionneuse. Vous êtes un conservateur de la mémoire audiovisuelle. Oui. Cinématographique, oui. Tout ce qui est son, tout ce qui est image. Tout à fait. Donc depuis l'origine du cinéma, depuis l'origine de la photographie, depuis l'origine de l'enregistrement sonore jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment le patrimoine de la principauté. Oui. Si vous ne conservez pas tout ça vous-même, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, ça s'altère, ça disparaît. On n'est pas les seuls à conserver. Sur la photo, la Société des bains de mer a un fonds photo important. Les archives du palais ont un fonds important. Sur la partie réellement animée, cinéma audiovisuel, nous sommes les seuls à avoir développé des compétences et mis en place des équipements pour assurer cette sauvegarde. Avec une maman professeure de musique et un papa animant un ciné-club, Vincent Vatrican est tombé dedans quand il était tout petit. Ancien critique au Cahier du cinéma, son bureau est rempli de dossiers, de livres et de photos de cinéma. Mais donc l'ancien critique, vous, est-ce que vous exercez votre sens critique dans le choix des œuvres que vous collectez, que vous conservez ici, ou bien non, vous prenez tout? C'est une excellente question. Non, un conservateur du patrimoine ne fait pas de tri en amont en disant ça oui, ça non, c'est subjectif. À partir du moment où c'est un document dont le sujet est Monaco, il doit être collecté. D'accord. Par contre, donc, une fois sujet Monaco, ou lieu, ou bien tourné à Monaco, ou bien tourné par des monégasques, ou bien, enfin, dès qu'il y a un lien... Direct ou indirect, ça peut être Monaco évoqué. Il y a des films où l'action est censée se dérouler à Monaco, mais l'équipe de tournage n'avait pas du tout les moyens, je pense au cinéma américain, de venir tourner à Monaco. Donc, vous avez un exemple? Un très bel exemple, suivez-moi.
Venez voir cette pièce exceptionnelle. Sur cette magnifique photo de tournage des années 20, je reconnais bien sûr les terrasses du casino de Monte-Carlo, mais il y a quelque chose qui cloche. Le cap. Ce n'est pas le Cap Martin. Je suis un petit peu perdu parce que je reconnais bien Monaco, le casino, Oui. mais pas l'environnement. Et non, parce que pour ce film-là, Monaco, du moins la place du casino et les terrasses, ont été reconstruits à l'échelle sur la côte californienne. Le film s'appelle Folie de femme, tournage entre 1919 et 1921. Eric Stroheim. Erich von Stroheim, qui a cette idée absolument dingue d'imposer à la production que les trois côtés de la place du casino, Hôtel de Paris, Casino, Café de Paris, soient reconstruits à l'échelle. Son équipe vient sur place quelques mois auparavant à Monaco, repérer les lieux. Tout dans le détail est absolument authentique, à telle enseigne que quelqu'un qui ne sait pas que le film a été tourné en fait à Hollywood pense avoir vu un film tourné entièrement sur place. Ça reste plus économique, parce que vous disiez parfois tous les tournages n'ont pas les moyens de venir tourner à Monaco. Non. Et ça reste plus économique de faire ce décor-là que de venir à Monaco faire le tournage? Alors, plus économique, je ne saurais pas dire à l'époque. Ouais. L'anecdote assez connue sur ce film, produit par la Universal, c'est que la folie des grandeurs de von Stroheim a fait qu'à un moment, il a évidemment explosé le budget. La production en a fait un argument de vente. À l'autre bout du pays, à Times Square, était affiché le coût du film en temps réel. Je vois $1 million, motion picture. Exactement, donc c'était le surnom du film et il est allé au-delà du $1 million, ce qui était absolument $1 million dans les années 20 pour l'époque. Et c'est un bon film? C'est un film absolument remarquable. D'accord. On a d'ailleurs participé à sa restauration il y a quelques années. On peut voir quelques images dans l'émission? Absolument, on va vous montrer quelques images restaurées. Vincent Vatrican dirige les archives audiovisuelles de Monaco depuis leur création en 1997. Au départ, ils n'étaient que deux dans un petit bureau du stade Louis II, avec un simple réfrigérateur pour stocker leurs premières bobines. Celles-ci doivent être conservées à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec pour ne pas se détériorer. Désormais, l'Institut audiovisuel compte 19 salariés et parmi eux, Christian Roty, l'un des piliers de l'IA. Ah, le point de contact. Bonjour, des producteurs. Écoutez, donc Christian Roty. Alors, Christian a au moins deux casquettes. C'est le graphiste de l'Institut. C'est lui qui conçoit tous les éléments de communication, notamment sur la saison culturelle. Et puis, il gère les demandes d'archives, puisqu'on est extrêmement sollicité. Donc, dès qu'il y a un réalisateur, un producteur, un journaliste qui a besoin, pour nourrir un reportage, un documentaire, d'images de la principauté, c'est Christian Roty. Exactement. On a beaucoup de plaisir, effectivement, à recevoir les producteurs pour visionner ensemble les images. Ça permet d'échanger, de creuser certains points, Vous avez combien par an qui viennent vous voir? On a à peu près 300 demandes par an. 300 demandes par an. Par exemple, on vous demande des images de Graham Hill dans les rues de Monaco. Oui, tout à fait. On a beaucoup d'images de Grand Prix, mais pas que. Je vois beaucoup de photos de Monaco avant les années 50. Oui, on est dans ces années-là, courant des années 50, 60. Ça, c'est vrai que c'est un goût particulier, personnel, que j'ai pour la transformation du territoire de la principauté, puisque moi, étant né dans les années 60, on peut dire que j'ai vraiment vu le territoire évoluer, et c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup lorsqu'on a la chance de récupérer des archives filmées
où on voit des bâtiments se construire, d'autres détruits. C'est quelque chose qui me parle et j'adore, moi, être entouré, effectivement, de ces vieilles images de la principauté qui racontent une principauté que, malheureusement, que les jeunes ne connaissent plus et qui dit tout à fait autre chose, finalement, de ce qu'est la principauté aujourd'hui. On sent la passion, quand même. Hein. Ah oui, Christian, c'est un passionné. Merci, merci, c'était un plaisir. Merci, Christian. Parmi les missions de l'Institut audiovisuel, l'archivage des journaux télévisés et programmes de Monaco Info. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal. Voici le... Toutes les personnes interviewées par la chaîne du pays sont répertoriées par Frédéric Beaver. Bonjour. Frédéric, Bonjour. Yann Anthony. Donc le job de Frédéric, c'est de documenter toutes les images de la chaîne locale, Monaco Info. D'accord. Donc on... Ah, vous êtes le premier téléspectateur de Monaco Info. Absolument. Okay. Vous voyez tout ce qui se passe sur Monaco Info. Et depuis très longtemps. Ouais. Il a une mémoire de la chaîne depuis sa création. Rappelons que c'est quand même novembre 95. Alors attendez, calculette mentale, donc 365 JT x 30, Vincent? Quasiment 11 000, non? Oui, c'est ça. Fois 30 minutes. 330 000. Vous avez tout ça là? Et tout ça c'est numérisé? Absolument, oui, tout à fait. Aujourd'hui, depuis 1 ou 2 ans, le fonds d'images de cette télévision est le premier fonds sollicité dans nos collections. C'est-à-dire que ce fonds, c'est déjà de l'archive. On a grandi avec ces émissions. Pour nous, c'est hier, c'est encore de l'actu. Il faut savoir que c'est déjà une collection d'archives, que la patine du temps est Vous passée... êtes connecté par exemple avec l'INA? Absolument. C'est-à-dire que si un journaliste de France, de TF1 veut des images pour un sujet du JT de TF1, est-ce qu'il se tourne vers vous ou vers l'INA? Alors aujourd'hui les deux, on a commencé un travail de longue haleine où le fonds de JT de Monaco Info est accessible sur INA Media Pro professionnel. Il y a une douzaine d'années désormais disponibles. Donc on essaye d'alimenter au fur et à mesure la plateforme. Si ce n'est pas sur la plateforme INA, c'est chez nous. Mais l'optique, c'est que ces 30 ans de télévision de Monaco puisse être accessible aux professionnels. Donc si Laurent Delahousse, un dimanche soir, veut absolument faire un sujet sur Vincent et Frédéric, il pourra trouver ça dans votre fonds. Absolument. Merci Frédéric. On parle beaucoup de l'image, mais le mot audiovisuel commence bel et bien par audio. Ici, c'est Éric Pocoge qui est en charge du son. Avec sa propre voix, le souvenir qu'il en aura conservé lui-même. Ah, alors ici c'est le son. C'est le bureau de l'ingénieur du son. Bonjour Éric. Bonjour Yann. Ça va bien? Très bien. Alors ici, c'est la mémoire audiovisuelle de Monaco. Un des principaux fonds, c'est celui de Radio Monte-Carlo. Bien sûr. Que nous avons eu la chance de récupérer avant le déménagement de la station à Paris. Un fonds de 12 000 cassettes, c'est donc tout à fait considérable. À l'intérieur 12 000 cassettes C'est colossal. Donc 12 000 cassettes, c'est quoi? C'est sur 3-4 décennies? Oui, ouais, on va dire des années 60 aux années 90 pour la partie cassette, mais c'est vrai que Radio Monte-Carlo, c'est aussi des documents qui sont arrivés par ailleurs après. Donc on va jusqu'à 44, de 44 jusqu'à 98. Et donc évidemment, c'est une mine d'or. Donc en même temps que ce fonds, on a récupéré ce qui était l'index de toutes ces cassettes. La base de données. En tiroir. Alors si on fait une petite recherche par exemple. Par exemple, Anthony Nogues. D'accord, très bien. Mon grand-père. Donc, sur cette fiche, on voit qu'il y a 2 références avec le numéro de cassette et la face. Incroyable. Voilà. Anthony Nogues raconte le premier Grand Prix automobile de Monaco.
Voilà. J'ai jamais entendu ça. 14 avril 1929. À 13h30 était donné le départ du Donc c'est un entretien avec Silette Badia, du coup. À quelques jours de ce 40e anniversaire, j'ai demandé à M. Anthony Nogues de venir au micro de Spécial Principauté pour nous raconter l'histoire de ce Grand Prix. 40 ans déjà, c'est exact. Georges Blanqui n'était pas seulement un ingénieur. C'est incroyable. Donc là, c'est deuxième partie du XXe siècle, mais tout à l'heure, on a évoqué vos enregistrements sonores de la fin du 19e. Ça, vous les avez où, comment? Alors, il y a un petit exemple de ce que c'est, pour que les gens visualisent ces fameux cylindres de cire. C'est la collection du prince Albert Ier, dont on sait qu'il était pionnier des médias, on dirait aujourd'hui, et qui a enregistré... C'est de la cire. C'est de la cire. D'accord. On a réussi à retranscrire ce qu'il y avait sur la plupart de ces cylindres. J'ai voulu conserver un souvenir particulièrement intime de ma campagne de 1899 au Spitzberg. Ça, c'est la voix? C'est la voix du prince Albert. Ça, c'est la voix du prince Albert. Voilà, qu'on a découvert dans cette collection en 2014. On était en train de travailler à une conférence sur le prince Albert Ier. On est en train de travailler sur ces cylindres. On était très loin de se douter qu'entre plusieurs enregistrements musicaux, on allait tomber sur cette voix qui n'existe nulle part ailleurs, il faut le savoir. Donc ça, c'est des découvertes. C'est des découvertes incroyables. Qui donne le frisson. Vraiment, ça a été un moment... C'est un peu une chasse au trésor. Ah oui, c'est un fonds très précieux parce que ce n'est pas ce qu'on appelle de l'édition, donc des choses qui sont dupliquées ou vendues au grand public, mais ce sont vraiment des enregistrements originaux. Donc au-delà de la voix du prince qui faisait ses annonces, il a aussi enregistré l'orchestre. Et on a pu aussi découvrir des enregistrements de Jules Massenet. On a vu qu'il y avait une transmission d'informations par le cylindre. Justement, ce cylindre-là, c'est Jules Massenet donc, qui l'a envoyé au prince Albert pour présenter. Qui avait commandé des opéras. Exactement, exactement. Donc il a fait ce qu'on appelle une maquette où il s'adresse au prince, où il donne un extrait du livret et le fragment musical au piano. Donc au-delà du support lui-même, qui est le premier support d'enregistrement du son, la typologie de l'enregistrement est complètement originale pour l'époque. Le principe de la maquette est quand même très avant-gardiste. Donc en fait, vous voyagez dans le temps ici, toute la journée. Mais tout en restant dans le présent, parce qu'en effet, à la lecture, à la numérisation de ces documents, il y a quand même beaucoup de défauts audibles. Et l'objectif est aussi de pouvoir le faire écouter au plus grand nombre. Mais avant de pouvoir présenter toutes ces œuvres au plus grand nombre, encore faut-il les avoir rassemblées. Beaucoup des sons, images fixes ou animées ont été réalisés par des amateurs. Certains d'entre nous avons des enregistrements, des bobines dans la cave ou le grenier, et peut-être que certains renferment de véritables trésors. Voici mes bobines, ça date des années 60. Il faut nous les amener, il faut les confier à Stéphanie. Voilà Stéphanie, mon trésor de famille, toutes mes bobines. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Alors, ce que l'on va faire, c'est déjà regarder, est-ce que c'est du film? Est-ce qu'au milieu, il n'y a pas une bobine de son? Est-ce qu'il n'y a pas un petit diapo qui traîne? Voilà, déjà faire un premier état des lieux, premier inventaire rapide de ce que vous nous amenez. S'il y avait du son, je donnerai la bobine à l'ingénieur du son. S'il y a une photo, à la personne qui s'occupe de la photo. Et donc, pour mon cas, je vais visionner toutes vos bobines, regarder est-ce qu'il y a du Monaco, quel est l'état technique. Alors, si c'est du Monaco, les films restent chez nous. La copie pour vous sera gracieuse puisqu'il y a du Monaco. S'il y a une partie non Monaco, on vous fera une petite proposition de transfert que vous acceptez ou pas. La proposition est gratuite. Gestion d'image. Je m'adresse au chef négociateur. Ça veut dire que ces images rejoignent le fond et qu'on va pouvoir les utiliser. Les utiliser, c'est pouvoir montrer les films de famille
la famille Noguès dans le cadre de projections publiques, dans le cadre de montage, de conférences, ou même parfois dans un cadre, on va dire, plus commercial, parce qu'il y aurait des images uniques d'un événement qui intéresse tel documentariste. Formidable. Vous avez eu des pépites parfois, des bonnes surprises? Beaucoup de bonnes surprises. Par exemple? Par définition, c'est des images uniques. De la famille princière. De la famille princière notamment, de moments de vie qui ne sont pas filmés par les caméras professionnelles. Ou voir que les caméras professionnelles ont totalement raté. Tout ça, ça représente des quantités d'images, c'est énorme, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'heures qu'il faut numériser. Où est-ce que vous gardez tout ça? Parce que moi, rien que sur mon téléphone, j'atteins vite la capacité de stockage. Oui, bien sûr, mais nous avons un data center. Et donc tous les fichiers sont stockés grâce au data center. Vous avez votre propre data center? Oui. On a eu la chance de pouvoir faire construire cet outil qui est aujourd'hui indispensable dans le milieu des archives pour y stocker toutes les données dans leur version numérique, puisque les originaux sont dans l'abri de conservation, on ira le voir, mais le data center vaut aussi le détour. Donc ça, mes petites bandes là, ça va finir dans votre data center? Alors, les bandes, non, mais le fichier, oui. Le contenu. Exact. J'ai compris qu'il fallait être précis, Stéphanie. D'accord, pardon. Stéphanie Conti a raison de faire cette distinction. Toutes les versions numériques des archives monégasques, près de 100 000 documents audiovisuels et 500 000 photos, sont stockées ici, dans ce data center de haute technologie. Mais les œuvres originales, elles, sont conservées dans des abris en sous-sol. Et c'est ici qu'elles dorment en paix. Quand on voit ces 450 mètres carrés d'espace réfrigéré, on est bien loin du petit frigo des débuts des archives audiovisuelles. Oula, j'ai pas pris ma petite laine. Ah oui, on peut pas y rester très longtemps. Eh oui, 8 degrés. Donc voilà, les bobines stockées dans des boîtes neuves et qui sont conservées de manière des températures très basses et avec une hygrométrie. Donc ici, il peut y avoir un feu, un incendie, il peut y avoir un tsunami, des inondations, un avion qui s'écrase, une chute d'aéronef sur l'Institut audiovisuel. Ici, c'est préservé. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord. On est très loin du petit frigo dans votre bureau du Stade Louis II. Hein. Ça montre 25 ans de travail. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui stocker dans les normes internationales nos collections. On a vu grand pour avoir évidemment la possibilité d'évoluer dans le temps et de ne pas être très vite bloqué, de devoir construire ailleurs. Donc on est évidemment très fiers de cet abri et de ces chambres qui nécessitent évidemment une surveillance continue pour que les températures et l'hygrométrie ne bougent jamais. On retourne au chaud? Oui, on va aller au chaud. Toujours dans ces sous-sols de l'IAM, véritable caverne d'Ali Baba, une autre cavité qui renferme, elle, l'un des trésors de Vincent Vatrican, les affiches de films. Il y a quand même beaucoup de noms de films familiers là. Les affiches votre trésor. des films de Grace Kelly. La main au collet? Allez, la main au collet. Tous les modèles sont différents, ne se ressemblent pas. Là, c'est un modèle italien formidable qu'on appelle Locandina. Détail amusant, le film se passe essentiellement à Cannes, sur la Côte d'Azur à Cannes. Mais c'est Monaco qu'on voit. Mais c'est Monaco qu'on voit. Alors, il y a une séquence, mais assez courte à Monaco, mais ce qui a été retenu, c'est Monaco. Alors, j'aime beaucoup ce modèle-là, modèle japonais. On dirait aujourd'hui photo retouchée, hein, puisque on voit bien qu'un peu de rouge à lèvres a été déposé avec un filtre Instagram. C'est ça. Ouais. Donc ça va d'affiches japonaises, argentines, indiennes, australiennes, suédoises. Est-ce qu'il y a eu des affiches monégasques? Alors la réponse est oui.
La réponse est oui, pour un film très particulier qui s'appelait Le mariage de Monaco, puisque pour son mariage, un film destiné au cinéma a été réalisé. Lequel de nous tous aura été le premier à apercevoir le chapeau, l'immense chapeau? Lequel aura réussi à suivre la longue et fine silhouette à travers l'opération difficile du transbordement? Lequel aura vu le prince saisissant la main offerte? Et pour l'exploitation du film dans les salles de cinéma, plusieurs affiches ont été réalisées. Exploitées par Pathé en France, MGM aux États-Unis et pour les cinémas monégasques. Voilà, il y a eu une affiche qui est signée de l'imprimerie de Monte-Carlo. On sent le collectionneur quand même. Ah, j'avoue que c'est un petit péché mignon. Et là, comment vous faites? C'est-à-dire que vous allez les acheter dans des salles de vente ou... Oui, c'est pas des choses qu'on trouve facilement sur eBay ou voilà. Donc c'est en effet plutôt auprès de collectionneurs, de salles de vente, avec parfois des intermédiaires pour trouver des pièces rares. Toutes les affiches sont toilées ou bien mises sur papier japon, prises en photo et puis ensuite mises à plat dans les tiroirs pour qu'elles soient bien conservées. La température pour conserver les affiches? 18 degrés et 50% d'humidité. I've been dreaming of a moment like this moment, when stars align and somehow you appear. Without hesitation I can tell you, life begins right here. Et puis il y a la partie diffusion. Et là vous avez votre propre salle de cinéma. Une petite salle, on l'appelle entre nous, puisque ça reste très modeste, 35 fauteuils, on n'est pas dans le cadre d'une salle de cinéma, on espère l'avoir d'ailleurs un jour. Mais ici, la vocation de cette salle, c'est de faire de l'action culturelle, et notamment auprès des scolaires de la Principauté. Qu'est-ce que vous leur montrez? Par exemple, voilà, des images du port de Monaco dans les années 30 et 40. Évidemment, c'est des images et surtout un lieu qui a tellement... Document amateur Document amateur, absolument. Voilà, les blocs, tout le monde a connu les blocs à Monaco, mais les jeunes d'aujourd'hui, ça ne leur parle pas. C'était une autre plage qu'il y avait à cet endroit-là, avec le restaurant Calypso. C'est là qu'on mesure le travail, bien sûr, mais aussi la richesse de ce patrimoine à transmettre. Puisque l'idée de passer, de transmettre, ce patrimoine appartient à tout le monde. Là, vous vous amusez comme un fou, en fait. Oui, c'est certain que c'est un métier que j'adore. Je crois que cette satisfaction est partagée par l'ensemble de l'équipe ici même. Il n'y a pas un jour sans qu'on n'ait pas comme ça un moment de satisfaction autour d'une découverte d'une image, d'une projection très satisfaisante, d'une photo qu'on a enfin réussi à identifier. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, même si c'est quand même beaucoup de travail. Merci Vincent Vatrican. Merci Yann Anthony. Vincent Vatrican aime montrer ses trésors. Plus de 1000 élèves viennent ici chaque année pour les découvrir et pour voir dans quel monde vivaient leurs parents et leurs grands-parents. L'Institut audiovisuel de Monaco a une lourde responsabilité, celle d'entretenir la mémoire visuelle et sonore de la principauté, celle de nos princes et de nos princesses, mais également des monégasques et de tous ceux qui font notre pays. J'ai prié chacun de mes vaillants compagnons de signer avec sa propre voix le souvenir qu'il en aura conservé lui-même.